Il y a deux manières de faire de l'apiculture. Il y a de l'apiculture transhumante, c'est-à-dire qu'on déplace des ruches sur des grosses floraisons. Ça, c'est l'apiculture qui est connue, qui est répandue partout dans le monde. Nous, on a choisi un petit peu la démarche presque inverse, c'est-à-dire qu'on a une apiculture sédentaire. Donc nos ruches restent en Sologne toute l'année, sur des plus petits ruchers, c'est des ruchers de 20-25 ruches à peu près, mais elles ont en tout cas autour d'elles une flore très diverse qui leur permet de se nourrir toute l'année. Chose promise, chose due, cette fois-ci, c'est moi qui organise notre virée solognote avec Paul. Au programme, nuitée dans un gîte plein d'histoires, déambulation dans un petit jardin à l'anglaise et visite d'un élevage d'abeilles et de brebis. Paul n'est pas au bout de ses surprises, parce que je sais qu'il adore le miel, mais qu'il aime un peu moins celle qui le fabrique. Thiers, Seuil, Sologne. Carnet de voyage au pays des étangs. Notre hôte du week-end s'appelle Laurent. Après 30 ans de vie citadine, il a déménagé en plein Loiret avec Nicolas pour réaliser son rêve de toujours, ouvrir une chambre d'hôte. Bonjour. Cécile, enchanté. Laurent, enchanté, bienvenue à Montizo. Bonjour Merci. Paul. Bonjour, bienvenue à Montizo. Merci. Ça a été la route? Très bien, très bien. Nickel. Ouais, excusez-moi pour la tenue, j'étais en mode tonte. Pas de problème. On est là. C'est parti pour un tour du propriétaire. Parc arboré, piscine, terrasse, poulailler, étang traditionnel, tout a été pensé pour faire de ce lieu un véritable havre de paix, jusque dans les moindres détails. Alors là, je ne les ai pas salés parce que c'est arrivé un peu trop tôt. Normalement, il y a 2 hamacs là, entre les arbres. Et pour faire la sieste, c'est pas mal. Avec le bruit le vent dans les feuilles, j'adore. On n'aura malheureusement pas le temps de faire la sieste, parce que Cécile nous a prévu un programme Chargé. complet. On n'est pas là pour se reposer. Ah, Pas non. trop. Non, non, non. Le domaine de Montizo, autrefois, c'était un domaine de chasse qui appartenait au duc de Lorges, qui était une personne importante dans la commune, parce qu'il avait 5000 hectares. Il avait beaucoup de fermes expérimentales et il produisait beaucoup de nourriture et de fourrage pour les animaux à l'époque sur Orléans. Et le domaine de Montizo, donc, c'était fait vraiment pour sa chasse. Il y a eu jusqu'à 150 chiens pour la chasse à courre à l'époque. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas tout le domaine. Et nous, notre partie du domaine, c'est la maison, on va dire, qui a été le plus entretenue dans le temps. C'est la partie où vivait la meute de chiens. Donc, c'est une maison qui est faite que pour ça. C'est une longère. Elle est faite en 3 parties. Il y a la partie de droite où il y avait les box des chevaux, qui étaient utilisés pour la chasse. Il y a la partie centrale, c'est où vivait le piqueux. Et le piqueux, c'était les personnes qui vivaient sur les domaines de chasse, qui s'occupaient des chiens, qui les nourrissaient, qui les élevaient, qui s'occupaient également des chevaux et qui organisaient les chasses, alors en l'occurrence ici pour le duc de Lorges. Et la dernière partie à gauche, qui est aujourd'hui notre partie privée, c'est la partie où vivait la meute de chiens, c'était le chenil en fin de compte. Nous, on dort aujourd'hui dans le chenil et mes hôtes, ils dorment aujourd'hui dans le box des chevaux. C'est un peu comme ça que c'est fait. Et donc là, aujourd'hui, 2024, c'est ta 3e saison, t'es sans regret ? Non, franchement, c'est quand même du travail. De mai à septembre-octobre, c'est vachement intense. Mais je suis hyper moins stressé. Ça fait quand même 30 ans que je vivais en ville. Je suis né à la campagne en Charente. Et je retrouve un peu ce que j'ai connu quand j'étais petit, j'ai l'impression. Et du coup, c'est vachement plus calme. Et même si j'ai un rythme des fois plus intense, voilà. Là, je fais ce que j'ai envie, donc c'est génial. Je me dis que ma dernière partie de vie professionnelle, c'est top. Je fais ce que j'avais envie de faire. Ça, c'est quand même génial. Tu peux nous raconter un peu comment vous êtes tombé sur cet endroit avec Nicolas ? On a visité 3 maisons, 3 propriétés. Les 2 premières correspondaient pas à notre projet. Cette propriété, on l'a visitée. Je me souviens très longtemps. On était venu à Beaugency avant manger au restaurant avant de faire la visite. Et on avait eu de la chance. La première visite, c'est que l'agence immobilière était pas disponible, et donc on a visité avec les propriétaires. Et je pense que c'était quelque chose de particulier parce que les propriétaires avaient vécu là 25 ans, ils avaient leurs 2 filles, ils s'étaient vraiment attachés à cet endroit. Et dès le début, on s'est aperçu avec Nicolas qui me disait montre pas que t'es intéressé, montre pas que t'es intéressé. Moi, je sentais qu'il y avait on sentait qu'il y avait un truc. Il s'est passé un
Un coup de foudre, un déclic pour l'endroit, Ouais, quoi. un peu un coup de cœur. On voulait une vieille maison, ça c'était sûr. On voulait une maison. En plus qu'il y avait de l'histoire. Et là, en fin de compte, Alors, je crois que ça a fait, quand on a visité la maison, que la propriétaire nous a raconté tout ça, ça a certainement joué le fait qu'on ait eu ce coup de cœur sur la maison. Ça y fait sûrement, c'est certain. La force du storytelling. Ouais, exactement. C'est ça. Une bonne nuit de sommeil plus tard, nous voici en route, destination Ivoile-Marron. Alors cette ferme, c'est une ferme familiale, c'est une ferme dans laquelle j'ai grandi en partie, qui est dans la famille depuis 5 générations maintenant. Et moi, je l'avais un petit peu quitté pendant des années avant d'y revenir. En 2016, j'ai commencé ici les travaux en 2016, avant de m'y installer complètement en 2018. Dans une autre vie, Nils était journaliste. Il y a quelques années encore, il parcourait le monde pour réaliser des reportages. Sa chauffe pour les abeilles, un documentaire sur l'apiculture, marque un vrai tournant dans sa vie. C'est cet amour pour les abeilles, et surtout son attachement à la Sologne, qui le convainc finalement de revenir en terre natale pour faire revivre l'exploitation de son grand-père. Ici, on a un peu plus de 40 hectares. Moi, je suis apiculteur principalement. C'est la plus importante activité de la ferme. Donc, on a plus de 500 ruches aujourd'hui en production. Alors, on produit à la fois du miel, mais également donc des produits de la ruche, pollen, propolis. Mais surtout, on produit de la génétique. C'est-à-dire qu'on vend beaucoup d'essaims de rennes à d'autres apiculteurs, amateurs et professionnels. Donc ça, c'est une grosse partie aussi de notre activité apicole. Et puis, il y a une activité ovine, parce que les abeilles, elles vont un petit peu partout, elles butinent un peu partout, mais sur ces 40 hectares, l'idée, c'était aussi de pouvoir entretenir le paysage, de maintenir un milieu ouvert. Et on a un peu plus d'une centaine de brebis solognotes, donc là encore une race locale, la brebis solognote, qui pâture en pâturage tournant dynamique, donc on déplace très, très, très fréquemment sur des parcs autour de la ferme. Moi, je suis toujours très curieux. Les abeilles, c'est des insectes qui à la fois me terrifient, mais qui me fascinent aussi. Comment ça se passe, en fait? C'est quoi être éleveur d'abeilles, sachant que ces insectes, si j'ai bien compris, sont très, très intelligents. Ils sont capables de compter, apparemment, on m'a dit. Ils sont capables de s'envoyer des signaux pour repérer des plantes jusqu'à la ruche pour que les autres les suivent. Comment l'humain, il agit là-dedans? Alors déjà, vous employez, c'est bien le bon terme. Éleveur d'abeilles, j'aime bien ce terme-là parce qu'on parle souvent de producteurs de miel, en fait. Mais on n'est pas des producteurs de miel. Nous, on élève des abeilles et si elles sont bien élevées et si les conditions climatiques le permettent, on fait du miel grâce à elles. C'est un petit peu ça, si vous voulez, pour moi, ma vision de l'apiculture. Éleveur d'abeilles, qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes en permanence face à l'apprentissage. On apprend tous les jours parce que, effectivement, vous l'avez dit, ce sont des animaux qui sont à la fois sociaux et intelligents et qui nous en apprennent tous les jours parce qu'il n'y a pas 2 colonies d'abeilles qui se comportent de la même manière et que nous, je pense que c'est ça qui est passionnant avec l'apiculture. C'est qu'il n'y a pas 2 années pareilles, il n'y a pas 2 colonies pareilles et qu'à chaque fois qu'on ouvre une ruche, finalement, c'est un petit peu une surprise de savoir ce qu'on va y trouver. Donc ça, c'est très intéressant. Quand on s'attaque à la partie génétique aussi de la sélection génétique, c'est probablement là le plus passionnant parce que on va chercher des colonies qui nous intéressent. Alors nous, on les sélectionne sur des critères d'hygiène, donc c'est-à-dire de propreté finalement dans la ruche, de productivité évidemment, mais de douceur également. Donc ça, c'est des critères qui vont nous intéresser nous pour pouvoir travailler avec elles. Vous savez, si les abeilles sont agressives, on n'a pas trop envie d'y aller le matin. C'est comme si vous alliez vous au bureau et que vous étiez sûr de vous faire engueuler par vos employés ou votre patron, vous n'iriez pas. Eh bien nous, c'est un peu pareil. Et pour ça, on fait de la sélection génétique et on va plutôt sélectionner des souches d'abeilles qui sont douces parce qu'on aime mieux travailler avec des abeilles douces qu'avec des abeilles agressives. Ça fait partie de notre job et ça fait partie aussi d'un apprentissage très long parce que l'apiculture, vous savez, c'est ramassé sur une période très courte dans l'année. Nous, finalement, les abeilles, on les voit du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Le reste du temps, elles sont dans une phase presque d'hivernage où on les dérange que très très peu. Et c'est sur cette période, même plus ramassée, d'avril jusqu'à août, où on va être sur la partie élevage, c'est-à-dire sélection génétique. Donc là, il faut être très 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 performant sur cette période très courte pour pouvoir sélectionner les bonnes souches pour que l'année suivante, on est les filles de ces souches-là qui soient en production et qui soient nos abeilles de production et surtout qui puissent produire du miel, évidemment, et en tout cas avec lesquelles on puisse travailler en bonne intelligence. Comment vous décrivez le miel de Sologne de ces abeilles noires? Et ben justement, nous, on est très très fervents partisans et défenseurs des miels polyfloraux. Les miels polyfloraux, ce sont des miels en fait qui correspondent à la vie de l'abeille plus qu'à la vie de l'apiculteur. Il y a 2 manières de faire de l'apiculture. Il y a de l'apiculture transhumante, c'est-à-dire qu'on déplace des ruches sur des grosses floraisons. Ça, c'est l'apiculture qui est connue, qui est répandue partout dans le monde. Nous, on a choisi un petit peu la démarche presque inverse, c'est-à-dire qu'on a une apiculture sédentaire. Donc nos ruches restent en Sologne toute l'année.
sur des plus petits ruchers. C'est des ruchers de 20-25 ruches à peu près, mais elles ont en tout cas autour d'elles une flore très diverse qui leur permet de se nourrir toute l'année. Donc on recherche, nous, du noisetier, de l'aubépine, de la bourdaine, du châtaignier, de la ronce, de la bruyère, de l'acacia. On recherche plein de fleurs différentes parce qu'elles ont besoin de ça tout au long de l'année. Et en fait, elles vont aller butiner les fleurs dont elles ont besoin. Quand elles sont dans des champs qui sont à perte de vue de la même fleur, forcément, elles vont devenir monomaniaques de cette fleur. Ici, c'est pas le cas. Elles vont avoir cette diversité alimentaire qui va faire, je pense, qu'on a un miel très différent des autres parce qu'il y a tout ce mix, tout ce mélange polyfloral dans le pot de miel à la fin qui est très très particulier à la Sologne et très particulier à nos abeilles. Entre deux questions, Niels nous emmène à la découverte de son domaine. On repère les brebis de loin, mais elles sont visiblement plus timides que les abeilles, bien cachées dans les fougères. Alors là, je sais pas si vous sentez, mais ça c'est les odeurs de châtaignier en fleurs. Là. Je sais pas si vous les avez. Et le châtaignier ici, vous êtes à Ivoile-Marron, qui était la plus grande châtaigneraie de Sologne il y a encore un siècle et demi. Et on a encore les vestiges de cette châtaigneraie. Ça, c'est un châtaignier qui doit avoir à peu près 180 ou 200 ans et qui est encore en production de châtaignes, mais qui surtout aujourd'hui produit des belles fleurs et les abeilles s'en servent à la fois pour le pollen et pour le miel. Avant de nous rendre dans la miellerie, Cécile parvient même à me convaincre d'enfiler une combi pour une balade entre les ruches. J'ai un truc qui monte dans le cou. C'est pas une abeille. Mais c'est pas une abeille, je pense. Si ? Non, je pense pas. Non, c'est psychologique. Voilà. Alors là, nous étions plutôt dans la partie stockage, parce que l'apiculture, c'est beaucoup de caisses en bois, donc ça prend beaucoup de place. Et là, on se rend dans la miellerie, qui est là où se passe la magie du miel et aussi la magie de l'élevage de rennes, puisque c'est là qu'on fait toute la partie greffage et mise en couveuse de nos rennes qui y naissent avant qu'on les introduise dans les ruches. Donc si vous voulez, d'un côté, vous avez toute la partie inox pour l'extraction du miel, pour la maturation du miel et ensuite pour la mise en pot, la préparation des commandes, etc. De ce côté-là, c'est plus la partie élevage de rennes. Donc c'est ici où on fait le greffage. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Et puis ça, c'est une couveuse. C'est là où on met nos cellules, ce qu'on appelle les cellules royales qui vont devenir des rennes. Donc ça, ce sont des cellules royales qui sont déjà nées, donc c'est-à-dire que les rennes sont sorties. Vous voyez, en fait, ça ressemble un petit peu à une morille. Au début, nous avons ça sur des barrettes, ce qu'on appelle des barrettes à cupules, donc c'est comme ça. Et on va mettre dans ces petites cupules une larve. Vous avez la reine qui va pondre un œuf, et au bout de 4 jours, ça va devenir une larve. Donc on va chercher cette larve avec un petit pinceau, ce qu'on appelle un picking, vous voyez, c'est tout petit. On va la chercher dans la cupule, tac, et on la met dans notre cupule. Ces barrettes-là, nous allons ensuite les introduire dans ce qu'on appelle des ruches éleveuses. Une ruche éleveuse, c'est une ruche qu'on a préparée. En règle générale, on a retiré la partie avec la reine et on l'a préparée, on l'a mise en condition pour qu'elle élève des rennes. Elle se sent orpheline et donc elle va avoir envie d'élever de nouvelles rennes. Elle va en élever 10, 15, 20, 25 et ensuite on va les récolter, les mettre en couveuse et au bout du 16e jour, elles vont naître. Donc là, on a une reine qui est toute neuve, qui sort de cette petite morille. Ça ressemble beaucoup à une morille. Elle va naître et à partir de là, on va l'introduire dans une nouvelle ruche, une petite colonie, ce qu'on appelle un nucléi. Et elle va, au bout d'une semaine, elle va être mature sexuellement et elle va sortir de cette colonie pour aller faire son vol de fécondation. Si ça se passe bien, si elle est fécondée par beaucoup de mâles, en général, on dit entre 10, 15, 20 mâles, elle va revenir dans sa ruche et à partir de là, elle va être fécondée, elle va être prête à pondre pour tout le reste de sa vie. Donc là, on a une reine fécondée qu'on va pouvoir soit laisser dans cette colonie et puis laisser cette colonie se développer, soit récolter à nouveau et introduire dans une colonie qui aurait perdu sa reine ou qui serait dans une situation de changement de reine parce que les reines, elles vieillissent et au bout d'un moment, il faut soit les remplacer, soit que les abeilles en élèvent une nouvelle. Bon, Paul, pas trop fatigué ? Bah non, et puis franchement, tu m'as réconcilié avec les abeilles. C'était C'est trop vrai. bien ce petit moment. Je te remercie. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Faut remercier Niels. Bon, Merci Niels. Écoute, si t'es encore en forme, je te propose de partir dans le jardin de Chantal. Là, on continue sur notre journée nature
pour une petite déambulation poétique. Tu vas voir, je pense que tu vas adorer. Alors pourquoi plein de poésie? Là, t'attises ma curiosité, Cécile. Il y a peut-être une histoire d'elfe, mais je ne veux pas t'en dire plus. Un truc magique? Peut-être. Ok, go. Créé en 1998, il s'agit d'un jardin paysager de 2400 mètres carrés qui compte une collection de plantes impressionnantes. Rosiers, azalées, lys, hostas. Bonjour. On dirait une entrée comme Alice au Pays des Merveilles. Carrément. C'est trop cool. On déambule un peu, guidé par un petit chat blanc qui nous fait faire le tour du propriétaire. On contourne des fontaines, on passe sous de grandes arches en fleurs et on se fraye un chemin à travers une végétation luxuriante. Alors Cécile, Chantal, excusez-moi, mais moi je vois un elfe là-bas. Ah oui. Alors les elfes, en fait, pour moi, ça a beaucoup d'importance parce que les elfes, c'est ce qui représente un peu la protection du jardin. Et je tenais aussi à ce que ce jardin soit amusant et aussi un lieu où on peut découvrir et exercer tous les sens, surtout quand on est un petit enfant. Parce que moi, à la base, je suis éducatrice de jeunes enfants et actuellement, je suis famille d'accueil et j'accueille des petits bébés pour prolonger cette expérience. Et je trouvais qu'il n'y avait rien de mieux qu'un jardin pour apaiser le cœur des enfants. C'est vrai que vous parlez des enfants comme vous pourriez parler de petites plantes. Eh ben, je pense que de toute façon, tout mérite respect. Je pense qu'il est important, on ne peut pas respecter certaines choses et pas d'autres. Et tout ça, c'est un ensemble et tout a du sens. Quand on a le rire d'un enfant devant une grenouille qui saute, quand on a une petite fille qui prend une rose dans la main et qui dit « Oh, ça sent bon !» Donc moi, je suis émerveillée face à tout ça. Et même d'ailleurs, quand les enfants grandissent, c'est aussi pouvoir partager des petites expériences au niveau de la terre, au niveau des plantes, au niveau des hostas. On divise les hostas comme on fait grandir une famille. J'ai fait notamment avec ma petite fille, on a divisé des hostas en expliquant qu'il y avait une maman et qu'il y avait des petits autour et qu'on allait faire pousser les petits tout en respectant cette maman qui venait de mettre au monde tous ses bébés. J'ai une question, je ne suis pas du tout botaniste. Chantal, vous nous avez parlé des hostas, c'est quoi les hostas? Alors c'est quoi un hostas? C'est une plante, c'est une vieille plante puisqu'on en trouvait au XVIIIe siècle. C'est une vieille plante qui est une vivace, qui se développe à partir de son rhizome. Alors c'est quoi le rhizome? C'est ce qui pousse sous la terre. Donc petit à petit, c'est une plante qui grossit et qui peut éventuellement être divisée à un moment donné pour refaire des petits hostas. Et parfois, on a aussi la chance d'avoir quelques mutations de couleur de feuilles. Et c'est ce qui est amusant dans cette plante. Et c'est une plante très résistante puisque les plus beaux jardins d'hostas sont au Canada. Donc on a de la marge. Et ce qu'il y a d'amusant dans le nom de cette plante, c'est que hosta, ça veut dire hôte. Et hôte, ça veut dire accueil. On a quelqu'un qui se cache là derrière, j'ai l'impression. Ça, c'est mon petit Sohan. Donc ça, c'est mon petit-fils. Bonjour. Bonjour. Un petit elfe du jardin. Un petit elfe, voilà. Tu viens aider mamie Chantal, toi, parfois. Qu'est-ce que t'en penses du jardin de mamie, toi? Il est très joli. C'est quoi qui te plaît le plus? Les fraises. Notre visite touche à sa fin et nous sommes tous les deux ravis de l'expérience. Tous nos sens sont en éveil et notre cœur léger comme une plume. Pierre, Feuille, Sologne. Un podcast de la marque Sologne, animé et réalisé par Paul Angèle et Cécile Lombardi, produit par Aparté Studio. La musique a été composée par Thibaut Focard et l'épisode mixé par Bastien Nicolaï. Retrouvez nos bonnes adresses et plus d'infos sur nos invités dans la description de cet épisode. Et pour prolonger le voyage, rendez-vous sur notre site sologne-tourisme.fr.